Bonjour à tous. Dans les deux premières activités, on a vu que la réaction était inflammatoire, que la réaction inflammatoire, pardon, était la première trace de la mise en place d'une réaction immunitaire. Que cette réaction immunitaire faisait intervenir de nombreuses cellules et de nombreux médiateurs chimiques, et que cette réaction immunitaire était non spécifique, c'est-à-dire qu'elle se déclenchait face à n'importe quel type d'agression, que ce soit une agression extérieure ou intérieure. Mais cette réaction inflammatoire peut avoir des symptômes parfois difficiles à supporter, comme notamment des douleurs persistantes. Dans cette activité, on va essayer de voir comment on peut essayer de limiter ces symptômes à l'aide de médicaments anti-inflammatoires. Alors, tout d'abord, quelle est la différence entre un antalgique et un anti-inflammatoire? Donc là, aucune difficulté, tout était noté dans le document. L'antalgique se focalise uniquement sur diminuer la sensation de douleur, alors que l'anti-inflammatoire va limiter l'ensemble des processus durant la réaction inflammatoire, que ce soit donc la vasodilatation et le recrutement de cellules immunitaires. Alors, deuxième étape, quels sont les différents mécanismes qui amènent à la sensation de douleur? Donc, tout vous était résumé dans le petit document. Donc, lorsque des tissus sont agressés, les cellules de ce tissu vont fabriquer un médiateur chimique qui est la prostaglandine. La prostaglandine va stimuler les terminaisons nerveuses des nocicepteurs. Donc, les nocicepteurs, c'est des cellules nerveuses qui vont donc créer un message nerveux qui va se propager le long de la fibre nerveuse jusqu'au cerveau, au niveau du cortex sensoriel, et c'est là que va naître la sensation de douleur. Donc, pour essayer d'arrêter cette sensation de douleur, il y a deux possibilités. Première possibilité, on supprime la fabrication de prostaglandine. Deuxième possibilité, on perturbe la propagation du message nerveux, soit en empêchant les prostaglandines d'atteindre les nocicepteurs, soit en empêchant les nocicepteurs de transmettre leur message au niveau du cortex sensoriel. Alors, comment empêcher un message nerveux de passer? Donc, je vous rappelle que les différents neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses et de neurotransmetteurs, et que si on bloque les réceptions de ces neurotransmetteurs, on bloque du coup la propagation du message nerveux. Il se trouve que parmi tous les exemples qui vous étaient signalés, vous avez en effet certains qui agissent au niveau du cerveau, c'est les opioïdes, et d'autres qui agissent sur la production de prostaglandine. C'était donc les deux mécanismes possibles pour arrêter la douleur. Pour finir, je vous demandais de comparer le mode d'action de deux médicaments, un antalgique, l'aspirine, et un anti-inflammatoire, l'ibuprofène. Donc on a vu dans l'activité précédente que l'une des façons de limiter la douleur était d'empêcher la fabrication de prostaglandine. Vous avez ici la chaîne métabolique qui mène à la formation de prostaglandine. On voit qu'elle fait intervenir deux enzymes, et donc vous êtes d'accord que si une des deux enzymes n'est pas fonctionnelle, la synthèse de prostaglandine ne se fera pas. Ici, dans cet exemple, on va étudier la cyclooxygénase, dont le substrat est l'acide arachidonique, et donc le produit est la prostaglandine. Donc pour faire cette étude, je vous demandais d'utiliser l'application LibMol. Et pour davantage diriger vos recherches, je vous avais donné un petit schéma très simplifié qui vous représentait les acides aminés intervenant au niveau de la fixation du substrat. Donc on voit qu'il y a 6 acides aminés qui sont extrêmement proches du substrat et qui interviennent dans sa liaison dans le site actif. Alors, grâce à l'IMOL, donc vous avez ici la molécule
donc de l'enzyme, le modèle moléculaire de l'enzyme, la cyclooxygénase. Vous avez ici en rouge son substrat, l'acide arachidonique, et en vert les différents acides aminés. Je vous ai donc noté le numéro de ceux qui entouraient le substrat. Et on voit que le substrat est vraiment en contact avec ces acides aminés. Alors, avant de passer à l'étude de l'aspirine et de l'ibuprofène, je fais une petite parenthèse sur les modèles moléculaires. Donc, vous avez l'habitude qu'on vous représente une molécule comme ceci, c'est-à-dire avec les atomes, qui sont donc les petites boules, et les liaisons covalentes qui existent entre ces atomes. Ici, comme c'est quand même une grosse molécule, pour que ce soit plus clair et mettre davantage en évidence les notions qui m'intéressent, j'ai fait une représentation squelette pour la majorité de la protéine enzymatique. C'est-à-dire, en fait, je n'ai demandé au logiciel de ne me garder que la chaîne carbonée. Donc toute cette partie-là n'est pas représentée. Mais pour mettre davantage en évidence les acides aminés et le substrat, là, cette fois, pour eux, je leur ai demandé, c'est ce que vous avez là, la représentation sous forme de sphère. Donc sous forme de sphère, en fait, c'est l'atome, et non plus représenté par une petite boule, mais donc par une grosse boule. Et cette grosse boule représente donc le nuage électronique qui est autour de l'atome. Et bien évidemment, lorsque vous avez deux sphères qui se touchent, donc là ou là, ça veut donc bien dire qu'il y a mise en commun d'électrons et donc présence d'une liaison covalente. Donc, comment aspirine et ibuprofène agissent-ils? Si l'on regarde, toujours pareil, notre enzyme, cette fois en présence d'aspirine. Donc ce que vous avez ici en rouge, ce n'est plus l'acide arachidonique, mais l'aspirine. Néanmoins, on se rend compte qu'elle occupe exactement la même place que l'acide arachidonique. Elle est vraiment en contact avec l'acide aminé numéro 355. Donc on voit que l'aspirine, en se fixant sur le site actif de l'enzyme, va empêcher l'acide arachidonique de se fixer dans le site actif et donc l'enzyme ne pourra pas catalyser sa transformation en prostaglandine. Maintenant, l'ibuprofène a-t-il le même type d'action? Et en effet, si on regarde, l'ibuprofène va de la même façon se fixer au même endroit, donc au niveau du site actif de la protéine, et donc va empêcher son bon fonctionnement. Donc pour conclure, on voit qu'on peut lutter contre les symptômes de la réaction inflammatoire grâce à l'utilisation d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires qui, par exemple, empêchent la fabrication de prostaglandines. Il est bien évidemment important de ne pas complètement stopper cette réaction inflammatoire qui est quand même la première barrière qui nous protège tous les dysfonctionnements qu'un organisme peut connaître.